Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 11 février 2021. Au sommaire ce soir. Même si les remontées mécaniques restent désespérément fermées en station, les pisteurs secouristes continuent de se former lors de stages de remise à niveau chaque hiver. Emmanuel Jaude a pu assister à une de ces sessions organisées par la société RECO au Grand Mornan. Et puis nous prendrons la direction de Jongieux, véritable berceau des vins de Savoie. Là-bas aussi, les vignerons doivent vivre avec les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui n'a pas épargné leur filière. Résultat, les chiffres d'affaires sont en chute libre et les viticulteurs doivent s'adapter. Malgré la fermeture des remontées mécaniques, les pisteurs secouristes, à l'instar des autres organismes de secours, se doivent d'être préparés à toutes les situations. Pour cela, différents stages de remise à niveau sont organisés tout au long de l'hiver dans les stations. C'était notamment le cas cette semaine au pied des pistes du Grand Bornand avec la société RECO, dont la technologie protège les skieurs depuis maintenant de nombreuses années. Les précisions d'Emmanuel Jaude dans ce reportage. Aujourd'hui implanté dans 28 pays à travers le monde, le système RECO n'a plus rien à prouver. Depuis plus de 40 ans déjà, ces petites capsules implantées dans les vêtements ou sur l'équipement des skieurs ont sauvé de nombreuses vies. Une technologie qui nécessite toutefois un apprentissage pour les sauveteurs afin d'être le plus efficace possible en cas d'avalanche. On va accentuer notre formation sur la pédagogie pour augmenter la qualité de l'entraînement pour leurs confrères. Donc là aujourd'hui, en l'occurrence, nous avons été accueillis par la station du Grand Bornand et j'ai eu affaire à des référents de la station. Chaque station a un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés qui ensuite transmettent la bonne parole à leurs collègues. Distribuées via plus de 150 marques différentes, les pastilles RECO agissent comme des réflecteurs pour des ondes envoyées par les détecteurs portables. Des appareils qui équipent aujourd'hui la grande majorité des stations françaises et des différents organismes de secours. C'est systématiquement en cas d'avalanche. On utilise tous les moyens à notre disposition pour la recherche, que ce soit le DVA et bien entendu le RECO avec lequel nous balayons l'ensemble de l'avalanche pour lever tout doute, toute suspicion et donner toutes les chances aux victimes. On va se servir, on va s'appuyer disons, sur les données qu'on aura aujourd'hui, les nouveautés, mais nos formations sont déjà programmées annuellement, que ce soit sur les formes de formation initiale, sur le secours en montagne en hiver, ou sous la forme de maintien des acquis annuel pour nos secouristes déjà en place au niveau départemental et national. Imaginé en Suède au début des années 80, le système qui s'est modernisé est aujourd'hui à sa 9e génération. Mais si le système RECO peut s'avérer déterminant dans la recherche de victimes d'avalanche, il ne remplace en rien l'équipement nécessaire à une sortie en montagne. La personne qui pratique la montagne, ce qu'il faut, c'est être détectable pour monter ses chances de survie. Cet équipement donc, est complémentaire à tout le reste. Le maître mot pour nous, tant pour les professionnels que pour le grand public, RECO ne remplacera jamais le DVA, détecteur de victimes en avalanche. Toute sortie montagne hors piste nécessite un équipement DVA. RECO est une ceinture de sécurité, est un équipement passif. Une technologie qui équipe depuis plusieurs années déjà de nombreux hélicoptères à travers le monde et qui s'est d'ores et déjà imposée comme standard de la sécurité dans de nombreuses grandes compétitions, équipant notamment tous les athlètes participant au Freeride World Tour. Place au troisième et dernier épisode de notre série consacrée cette semaine aux jeunes entreprises créées en 2020. Et pour cette ultime rencontre, Jean-Paul Crespi nous emmène au Pont de Filinge à Locoboco, une épicerie en vrac montée par deux mères de famille qui se sont rencontrées à la sortie de l'école de leurs enfants. Elles ont choisi la reconversion professionnelle et cela leur a réussi plutôt bien. Reportage. Depuis le 4 novembre 2020, une épicerie a fait son apparition à Filinge, et plus précisément au pont de Filinge. Sa particularité, proposer à la vente des produits vendus en vrac, d'origine locale et sans emballage ni suremballage, et des produits d'épicerie complémentaires, s'inscrivant dans une démarche éco-responsable. À l'origine du projet, une rencontre, celle de deux mères de famille, toutes deux salariées qui souhaitaient donner ensemble un nouvel élan à leur vie professionnelle. Après 2 années de réflexion pour construire et valider leur projet commun, elles se retrouvent désormais quotidiennement dans leur boutique. C'est d'abord une rencontre et ensuite un commerce. Et d'ailleurs, les premières années de rencontre, on n'avait pas du tout imaginé travailler un jour ensemble. Et c'est la vie qui fait que petit à petit, les choses, il faut les saisir. Il faut les saisir quand elles sont là et on les a saisies en fait.
c'est aussi compliqué de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en fait. Et sincèrement, moi, je ne me sentais pas de le faire toute seule comme ça. Non, c'était pas un pas qui m'était destiné toute seule en tout cas. Adhérentes au réseau VRAC, elles consolident leur commerce et imaginent déjà les développements futurs. Pour les consommateurs qui poussent la porte de la boutique, rien de plus simple. Un contenant en main et ils pèsent et payent la quantité choisie, quel que soit le produit. C'est utile ce qu'on fait parce que quelque part, les gens arrivent et la plupart ne savent pas ce que c'est. Ils osent franchir le pas et c'est transformer aussi leur façon de consommer. La consommation vrac, elle était déjà présente chez nous. Mais ça s'est imposé de plus en plus parce que ras-le-bol de tous les déchets en fait. Et là, on est passé au quasiment tout vrac, en tout cas de ce qui est de consommation de placard en fait, de sec. Et là, ça devient un vrai plaisir en fait de le faire. Une fois qu'on a approprié la méthode, on sent que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si difficile, le pas n'est pas si difficile. Et en fait, c'est un bonheur après. Le résultat est juste hyper positif et plaisant. Pour les deux associés, Loco-Boco revendique son identité de commerce local et de proximité, vertueux et attaché à la filière du vrac. En donnant vie à leur projet, elles démontrent que l'entrepreneuriat peut devenir une réalité propre à chacun. Ensemble, leur aventure est a priori vouée au succès. Il a répondu à l'invitation du département de la Haute-Savoie et de l'association des maires du département. Le président du Sénat était à Annecy ce jeudi. Gérard Larcher est venu rencontrer les professionnels de la montagne et les élus des collectivités impactés par la fermeture des remontées mécaniques depuis le 15 mars 2020. Le troisième personnage de l'État défend un plan de relance territorialisé pour être au plus près des spécificités de chacun, comme c'est le cas des territoires de montagne. C'est l'une des 50 propositions portées par le Sénat depuis le mois de juillet. On écoute quelques réactions recueillies sur place ce jeudi matin par Fanette de Buisson. Écouter, partager, faire le point, parce que l'exécutif, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions que nous soutenons. Certaines vont avoir besoin, on le voit bien encore, de l'ajustement et de l'aval du Parlement, mais aussi être extrêmement concret, parce qu'on voit bien que si on ne traite pas de manière territorialisée, si on le traite uniquement avec des décisions verticales, on n'atteindra pas l'objectif qu'on veut se fixer. Les médecins de montagne, les hôpitaux, les problèmes d'amortissement d'un certain nombre de communes, tout ceci je le remène. Et avec mes collègues sénateurs, nous avons la chance au Sénat d'avoir pris une initiative, d'avoir une mission commune d'information. On n'est pas dans des débats où on s'oppose. Le président est socialiste, le rapporteur appartient à la majorité, et on va faire le point sur les conséquences de la crise sanitaire, notamment en matière économique, sociale. Sociétale, on a vu le plan social, la multi-activité. Le ministre Lemoine, je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas eu le temps, s'est engagé. Il va falloir qu'on voit comment ceux en multi-activité, en quelque sorte, sont aidés pendant une période difficile. C'est la Chambre qui représente les collectivités territoriales et c'est vrai que c'est important pour les élus du territoire de voir une personnalité nationale se déplacer, prêter l'oreille à toutes les attentes des collectivités, leurs inquiétudes aujourd'hui et celles certainement de demain. Donc on a besoin aussi de réconfort et de soutien au plus haut niveau de l'État. On prend la direction de Jongieu à présent dans l'avant-pays savoyard. Ce village de 300 habitants est un des hauts lieux des vins de Savoie. Les vignerons y sont légion et doivent faire face eux aussi aux conséquences de la crise sanitaire et économique. Un chiffre résume à lui seul la situation actuelle, 50 millions d'euros de perte du chiffre d'affaires annuel pour les vins de Savoie. Voyez ce reportage. Le domaine Chevalier Bernard à Jongieu et ses 13 hectares de vignes. Ici, on produit du vin blanc, du rouge et du rosé. Jean-Pierre Bernard a repris cette exploitation il y a 27 ans avec son épouse. Mais cette année 2020, marquée par la crise de la Covid-19, il n'est pas prêt de l'oublier. D'ordinaire, la cave Chevalier Bernard écoule 90 000 bouteilles par an. En 2020, ce chiffre est descendu à 60 000, d'où une baisse du chiffre d'affaires de plus de 30%. Avec cette crise et ses conséquences, c'est toute l'organisation du domaine qui a été chamboulée. Jean-Pierre Bernard n'a plus été présent sur un salon des vins depuis quasiment un an. Ça nous inquiète, ouais. Enfin, puis si on y pense tout le temps, on se dit mais qu'est-ce que ça va durer? Est-ce qu'un autre virus ne va pas arriver? Est-ce que ça va... la vie de tous les jours va changer et est-ce que les regroupements de personnes vont être... ça va être fini? Et le vin, c'est quand même un produit de fête, de partage. Et tout seul,
C'est quand même pas recommandé de boire du vin tout seul. Il faut quand même du monde autour d'une bouteille. Et aujourd'hui à Jongieu, l'impact de la fermeture des remontées mécaniques se fait encore plus sentir. Et pour cause, les vins de Savoie vendent 80% de leur production dans les stations de ski. Décembre, janvier, février, c'est nos plus gros mois de commercialisation. Et bon, décembre, ça a été parce qu'il y a eu les fêtes, donc c'est un produit festif. Mais janvier, on a vu la chute due à la fermeture des stations. Ils nous repoussent des charges. Ça sert pas à grand. Enfin, ça peut servir ponctuellement, mais à un moment ou à un autre, il faut les payer. Il y a des aides, mais il faut vraiment être à moins 60 ou moins 50%, moins 70%. Et là, ça deviendrait vraiment problématique. Pour continuer d'essayer de travailler le plus sereinement possible, le domaine Chevalier Bernard s'est adapté et a développé la vente en ligne. Fort heureusement, ces caves ont pu rester ouvertes. Les commandes sont donc les bienvenues pour sauver ce qui peut l'être. Le paysan, c'est quand même quelqu'un de tenace, quoi. Ouais, on réduit la voilure, on réduit nos salaires, on n'investit pas, on sert tout ce qu'on peut. Mais après, il arrive un moment où on n'est pas plus malin que les autres. Hein. Si vraiment ça ne rentre pas, on a quand même pas mal de frais fixes, on a des remboursements d'emprunts, les charges sociales. Oui, ça peut coincer, oui. Mais bon, je ne suis pas un optimiste à tout va, mais je ne suis pas du tout défaitiste, hein. Moi j'y crois. Signe qu'il y croit toujours, Jean-Pierre Bernard prendra comme à son habitude des saisonniers au mois de mai. Et quand on sait que les derniers millésimes sont à classer parmi les très bons, on se dit qu'il est dans le vrai. On reste en Savoie avec ces images de la manifestation d'une centaine de salariés d'EDF ce mercredi au barrage de Saint-Martin-la-Porte en Maurienne. Les syndicats avaient appelé à la mobilisation pour dénoncer la casse du service public et la hausse du coût de l'électricité. Une augmentation qui aurait, selon les syndicats, un impact direct sur la santé financière des entreprises Trimet et Ferroperm, deux des locomotives économiques de la vallée. Ce mouvement social intervenait au moment même où Jean-Bernard Lévy, le PDG du groupe EDF, présentait son projet de réforme qui est loin de faire l'unanimité chez les salariés. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Lorena Bordiec. L'intérêt pour l'État, c'est de donner à des investisseurs privés les entreprises et les business plans qui sont les plus rentables. Donc on voit bien que l'ensemble du système a été biaisé pour faire rentrer des concurrents face à EDF qui se sont retrouvés dans des positions assez de négociation privilégiées par rapport à EDF, puisque nous, on était accusés d'être dans une position dominante par rapport à la Commission européenne. Le projet Hercule qui va accentuer et accélérer le démantèlement de l'entreprise va du coup aussi poursuivre en fait cette augmentation des tarifs et va être préjudiciable à l'industrie française mais aussi aux particuliers et va avoir une incidence très directe sur la précarité énergétique. Le coût de l'électricité représente environ entre 30 et 35% du coût de la matière première, donc c'est un poste essentiel et vital pour ces industriels qui sont d'ailleurs, je parle pour Ferroperm, qui sont d'ailleurs en ce moment un petit peu dans la tourmente. On passe à mon invité du jour et ce soir nous allons parler culture avec vous, Jacques Housset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène, vous êtes censé jouer votre pièce Random Solitude fin avril à Bonlieu Scène Nationale. Je dis censé car malheureusement les salles de spectacle sont toujours fermées pour le moment. Comment est-ce que vous vivez justement, vous, cette incertitude en tant qu'artiste ? Moi déjà j'ai une grande chance qui est d'être accueilli par Bonlieu Scène Nationale qui a décidé en tant que théâtre de continuer de poursuivre sa collaboration avec les artistes et d'ouvrir ses salles. Pas au public pour l'instant, mais tous les artistes qui étaient en création à Bonlieu Scène Nationale, les temps de création sont maintenus, les temps de résidence sont maintenus. Donc je fais partie des artistes qui sont chanceux parce que j'ai du travail, je peux faire mon métier sur un plateau. On espère juste que vite le public pourra rentrer dans ce lieu parce que ce lieu appartient au public. Alors vous avez donc choisi de vous intéresser à la solitude. Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui est venu avant la période du confinement. Ça aurait pu m'arriver pendant le confinement. D'ailleurs, j'ai dû modifier un peu le spectacle parce que ça a impacté tout le monde. Pour moi, l'idée, c'est que dans notre société hyper connectée dans laquelle on est, il n'y a plus de moments réels de solitude. On est connecté toute la journée. On envoie nos intimités photoshopées, lissées, mais qui sont des vitrines sur les réseaux sociaux. Et c'est des moments où on est véritablement seul, où les monstres que nous sommes, où les monstres que les êtres humains sont, mais aussi les innocents, aussi les anges que nous sommes, qui se révèlent quand on est seul, ils n'ont plus d'endroit, plus de lieu pour apparaître. Donc essayez de les faire apparaître sur une scène de théâtre. La solitude, c'est quelque chose qui vous fait peur, vous, que vous appréhendez, ou pas forcément ? La solitude a toujours
il y a toujours un revers de la médaille. Il y a à la fois quelque chose qu'on appréhende et en même temps quelque chose qui est un refuge. Être solitaire ne veut pas fatalement dire qu'on en souffre. J'ai essayé vraiment de travailler ce spectacle avec l'idée qu'il n'y ait pas de pathos. On n'est pas là pour être dans du larmoyant, on est là pour aller chercher l'être humain, aller le chercher au cœur et voir ce qui se passe. Et moi, la solitude, comme tout le monde, surtout ces temps-ci avec les confinements ou autres, il y a des moments qui sont durs, il y a des moments où justement on en profite pour resserrer du lien, voir ce qui surgit, voir ce qui est important. Justement, vous êtes en plein dans l'actualité, vu la période que l'on vit, les deux confinements qu'on a vécus. Beaucoup de personnes ont dû faire face à la solitude. Oui, tout à fait. Et moi y compris, donc, ce rapport de se retrouver soi, face à soi, ce qui nous traverse, c'est une matière à travailler sur une scène de théâtre. Le théâtre, c'est un outil pour disséquer les êtres humains, pour disséquer ce que nous sommes. Donc c'est cette solitude-là qui est apparue, qui est devenue un point central dans nos sociétés, mais qui était déjà là. Tout d'un coup, les choses sont apparues au grand jour à cause des confinements, mais le théâtre est là pour ouvrir, regarder avec délicatesse, parfois avec violence, ce qu'il y a à l'intérieur, le cœur qui bat à l'intérieur de tout ça. On va regarder un extrait pour avoir un aperçu. Bonsoir. L'idée, le projet, c'est de faire un spectacle autour de la solitude et de le faire en solitaire, donc sinon ça n'aurait aucun sens. Pour faire bref, c'est de prendre un comédien, de le balancer sur le plateau comme on balance un CD sur une platine, d'appuyer sur la touche random. Titre de l'album, Solitude. Play. Ça a commencé par... Il n'y a aucun problème. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a aucun problème qui ne puisse être solutionné avec une boîte d'allumettes et un bidon d'essence. Le problème, c'est par quoi on commence? Intrinsèquement, je suis un être humain, alors je suis un truc moche, et toi, t'étais pas moche, mais t'es devenu moche. Et puis maintenant que t'es moche, il n'y a plus rien. Jacques Housset, est-ce que l'être humain est fait pour être seul? Non, on est définitivement des animaux sociaux. On l'a bien vu dans cette période de confinement et le théâtre fait partie de ces lieux sociaux, fait partie de ces lieux où on se retrouve. Là, on est à la fois très heureux d'être à Bonlieu Scène Nationale parce que le théâtre vit, parce que les salles vivent pour les gens, pour les techniciens, pour les gens de l'administration, pour la direction du théâtre, de voir que les plateaux sont pris et qu'il y a de la vie, qu'il y a de la création, et nous, artistes, d'être dans ces lieux-là. Mais il manque l'essentiel, il manque le public, il manque cet animal social que nous sommes tous et toutes et qui vient se rencontrer dans ces lieux-là, dans ces salles-là. Une dernière question, vous êtes un vrai touche-à-tout. Est-ce que c'est sur scène que vous sentez le mieux au final? C'est sur scène, oui, parce que justement on peut toucher à tout sur scène, parce que la scène c'est un monde en soi, c'est un monde ouvert. Je travaille avec... J'essaye de voir les limites du théâtre dans mon travail. J'épure au maximum, je vire le décor, je vire les choses, je gère la lumière, le son directement depuis la scène, sans retour régie. Mais la scène est un lieu magique. Dès qu'on y pose quelque chose, cette chose se met à exister. Donc on peut tout être et tout faire sur scène. Merci beaucoup Jacques Housset. Je rappelle les dates de Random Solitude à Bonlieu, les 27, 28 et 29 avril prochains. Merci Exactement. beaucoup. Petite déception pour la ville d'Annecy, la nouvelle est tombée en début de semaine. Annecy n'a pas été retenue par le ministère de la Culture pour faire partie des collectivités susceptibles de décrocher le label Capitale française de la culture pour l'année 2022. Le projet prévoyait qu'une centaine de sites à travers la ville soient investis par des réalisations artistiques, des ambulatoires encore spectaculaires. En ski alpin, les championnats du monde ont enfin pu débuter ce mercredi à Cortina d'Ampezzo en Italie, après plusieurs jours perturbés par la météo. Les deux Super Jeux étaient organisés ce jeudi. Chez les femmes, c'est la Suissesse Lara Gut-Berami qui l'emporte devant sa compatriote Corinne Suter et l'Américaine Michaela Schifrin. Chez les hommes, la très bonne nouvelle vient d'Alexis Pinturo, le skieur de Courchevel se classe 3e d'une course remportée par l'Autrichien Vincent Kiermaier.
Alexis Pinturo décroche ainsi sa 4e médaille en championnat du monde. Je vous propose de l'écouter au micro de FFS TV. Oui, ça fait quelques temps que je tourne autour d'un podium en Super G dans cette discipline. Et puis là, je suis très heureux de l'avoir fait finalement le jour J, le jour qui compte. C'était certainement la meilleure des manières pour pouvoir commencer cette quinzaine. On a eu une reconnaissance qui est extrêmement tôt. Il faut savoir qu'on était à 8h30 ce matin sur la piste jusqu'à grosso modo 9h15. Et la course était à 1h. Donc la neige a beaucoup changé, beaucoup évolué. Ils ont même retravaillé, ils ont arrosé. Donc c'est quelque chose qui est rarement fait, hein, et donc ça c'était très important aussi de savoir quelle serait la consistance qu'on allait avoir sous les pieds pour pouvoir se lâcher et prendre le maximum de risques. Je pense que c'est une première médaille, donc ça fait du bien, ça permet aussi de voir les choses un peu plus sereinement. Après il ne faut pas oublier que chaque jour sera complètement nouveau et qu'il faudra remettre les pendules à zéro et puis tous les jours donner le maximum pour pouvoir jouer aux avant-postes. Ouais. Un appel à la vigilance avant de se quitter. Météo France a placé la Savoie en vigilance orange pour le risque de neige-verglas à l'instar de 9 départements, dont la Haute-Savoie. Un épisode neigeux est attendu sur l'ensemble du département de la Savoie et de la Haute-Savoie à compter de ce vendredi matin jusqu'à samedi, y compris dans les plaines. Pascal Bollot, préfet de la Savoie et donc le préfet de la Haute-Savoie, appelle chacun à la plus grande prudence. Il est fortement recommandé aux automobilistes de se munir d'équipements spéciaux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Après la météo de Thierry Paume, place au 4e et ultime épisode de Panorama avec Victoria Lopez. L'émission est consacrée cette semaine aux Contamines Montjoie. Je vous retrouve vendredi pour le dernier journal de la semaine avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Très belle soirée sur nos antennes.